My basic education in the university was understanding the nature of cell biology, how cells work. Ma formation universitaire de base portait sur la biologie cellulaire et sur le fonctionnement des cellules. Je me suis ensuite spécialisé en microscopie électronique, ce qui m'a permis non seulement d'observer les cellules, mais aussi d'entrer au cœur même de leur structure et d'en comprendre les mécanismes et le fonctionnement. Cela m'a ensuite amené à travailler sur des cultures cellulaires où j'ai découvert à quel point l'environnement influençait et contrôlait le comportement des cellules. J'ai donc été chercheur en cellules souches à la faculté de médecine de l'université du Wisconsin où j'enseignais en tant que professeur. Puis, plus tard, à l'université de Stanford, où j'étais chercheur et j'ai contribué à élargir les connaissances dans le domaine de l'épigénétique. Pour bien comprendre la différence entre la génétique et l'épigénétique, lorsqu'on affirme qu'un trait ou qu'une maladie est d'origine génétique, on part de l'idée que ce sont les gènes eux-mêmes qui s'activent ou se désactivent et qui déclenchent la maladie. Cela nous place dans une position de victime, puisque nous n'avons pas choisi nos gènes. Et si vos gènes ne vous plaisent pas, vous ne pouvez rien y changer. Lorsqu'on vous dit ensuite que les gènes s'activent et se désactivent tout seuls, on finit par se dire « je suis comme une bombe à retardement. Un jour, un gène s'active et la maladie apparaît. Je suis une victime de mes gènes. » Mais la nouvelle science de l'épigénétique, c'est-à-dire la régulation de l'expression des gènes, a révélé que ce sont l'environnement et surtout notre perception de l'environnement qui influence l'expression des gènes. Si nous pouvons agir sur notre environnement et sur nos perceptions, alors par définition, nous influençons notre génétique. Et tout à coup, le paradigme change. Nous ne sommes plus des victimes, nous sommes les maîtres de notre activité génétique. J'ai donc eu l'opportunité d'avoir environ 23 ans d'avance sur la science conventionnelle, puisque j'ai observé les mécanismes de l'épigénétique dès 1967, alors que la science ne l'a officiellement reconnu qu'en 1990. Donc, lorsque j'ai commencé à donner des conférences, le public, en particulier les professionnels de la médecine, constatait que ce que je disais ne correspondait pas à leur système de croyance. Les gens me regardaient comme quelqu'un d'étrange et quittaient parfois la salle sans chercher à comprendre ce que je disais, simplement parce que ça ne correspondait pas à leurs croyances. La science conventionnelle considérait encore que les gènes contrôlaient la biologie elle-même. C'est cette vision qui a conduit à ce que l'on a appelé le projet génome humain. L'idée était que si l'on identifiait l'ensemble des gènes qui composent un être humain, on pourrait les utiliser comme des médicaments. En cas de problème, il suffirait de créer un nouveau gène. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que selon les croyances dominantes de l'époque, avant même que les gènes ne soient pontés, la science conventionnelle affirmait qu'il devait exister plus de 100 000 gènes humains. La plus grande surprise est donc survenue lorsque les résultats du projet génome humain ont été publiés. Il n'y avait qu'environ 20 000 gènes, plus de 100 000 gènes manqués, selon leur système de croyance. Le problème, c'est que ce système de croyance était faux. Ce constat met en évidence le fait qu'un gène n'est pas une pièce finie, mais un ensemble d'instructions permettant de produire une protéine. Or, le corps est composé de 100 000 protéines différentes, voire davantage, qui lui donnent sa structure, et les gènes fournissent les instructions permettant de les produire.
Well, the problem is you have over Le 100,000. problème, c'est que vous avez plus de 100 000 protéines, mais seulement environ 20 000 gènes. Tout à coup, la croyance selon laquelle un gène fabriquerait une seule protéine s'est révélée complètement fausse, car l'épigénétique montre que chaque gène de votre corps peut produire jusqu'à 3000 variations différentes. En résumé, on est passé de l'idée que les gènes contrôlent la vie à celle selon laquelle l'environnement contrôle les gènes, puis au fait que le système nerveux contrôle l'environnement, ce qui a conduit à l'idée que l'esprit contrôle le système nerveux. Et donc, mon évolution m'a amené à m'intéresser d'abord aux gènes, puis au rôle du mental, et à comprendre que le mental exerce un contrôle absolu sur notre biologie. Et lorsque nous donnons notre pouvoir à autrui, ce sont les croyances d'autrui qui contrôlent alors notre biologie. So this is why we have to learn. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous dire « Attendez, puisque mes croyances contrôlent ma biologie, si j'adhère au discours d'autrui et que ce n'est pas un bon discours, alors j'ai déjà modifié le cours de ma vie. » C'est pour cette raison que nous devons reprendre notre pouvoir. The belief that genes turn on and off is taking power away from the individual, because if the genes were La croyance selon laquelle les gènes s'activent et se désactivent d'eux-mêmes retire le pouvoir à l'individu. Car si les gènes s'activaient et se désactivaient sans que je les contrôle, alors par définition je serais une victime. Quels gènes ai-je hérité de ma famille? Des gènes du cancer, des maladies cardiaques ou du diabète? Or, nous reconnaissons aujourd'hui qu'en matière de maladies, les gènes sont responsables de moins de 10% des cas. À vrai dire, certaines données indiquent même que les gènes ne seraient responsables que d'environ 1% des maladies. Et tout à coup, cela nous amène à nous dire « Attendez, nous pensions que les gènes causaient les maladies. Mais si seule une faible proportion des maladies est contrôlée par les gènes, alors d'où viennent les maladies qui touchent le monde entier? La réponse, nous la connaissons désormais grâce à l'épigénétique. La conscience, le mode de vie et les systèmes de croyance sont les facteurs ultimes qui régulent l'expression des gènes. Nous savons aujourd'hui que si vous avez un gène associé au cancer et que c'est ce que vous croyez, alors vous vous dites « je vais avoir un cancer ». Et vous développez un cancer, puis vous affirmez que ce sont les gènes qui en sont la cause. Or, nous savons désormais que non, il n'existe pas de gène du cancer. Il n'y a pas un seul gène qui provoque le cancer. Les gènes sont corrélés au cancer. Ce qui signifie que si votre vie n'est pas en harmonie et que vous possédez l'un de ces gènes, vous pouvez alors favoriser l'apparition d'un cancer. 50% of the women that have the same BRCA1 gene 50% des femmes qui possèdent le même gène BRCA1 ne développent jamais de cancer. Ce point est très important. Avoir un gène ne signifie pas que l'on va avoir un cancer. En revanche, avoir ce gène et ne pas vivre en harmonie, ne pas adopter un mode de vie sain, c'est cela qui conduit au cancer. Nous devons donc aider les gens à passer de la croyance « je suis une victime » à une compréhension fondée sur la science. Non, c'est votre conscience qui crée cette expérience de vie et c'est votre conscience qui contrôle l'expression de vos gènes. Je n'ai pas besoin d'être malade. J'ai simplement besoin de reconnaître que je suis sous stress. Car l'Association américaine de psychologie a reconnu que 90% des consultations médicales sont liées au stress. Il semble que le stress est la cause majeure des problèmes de santé et que le stress est une question de conscience. Par conséquent, si vous pouvez maîtriser le stress, vous pouvez maîtriser votre santé. Et c'est précisément de cela que traite la nouvelle science. L'image
que nous entretenons dans notre esprit, l'image à laquelle nous pensons, est en réalité traduite en substance chimique par le cerveau. So, if you have a picture of love in your mind, Par exemple, si vous avez une image d'amour dans votre esprit, le cerveau libère dans le sang des substances chimiques particulièrement bénéfiques. La dopamine associée au plaisir, la vasopressine qui vous rend plus attirant aux yeux de votre partenaire et l'hormone de croissance également libérée lorsque vous êtes amoureux. Et comme son nom l'indique, l'hormone de croissance favorise la santé et la vitalité. but just to show you a different picture is Mais pour vous montrer un tableau différent, si j'ai une image de peur dans mon esprit, si j'ai peur de quelque chose, mon cerveau traduit cette peur en d'autres substances chimiques, des hormones de stress comme le cortisol et la norépinéphrine, ainsi que des facteurs qui affectent le système immunitaire appelés cytokines ou histamines. so basically in a state of conscious fear, En résumé, dans un état de peur consciente, le cerveau libère une substance chimique qui correspond à la peur. Cette substance chimique se diffuse dans le sang et modifie le comportement ainsi que l'expression génétique de la personne. Cela signifie donc qu'il existe en effet une différence entre avoir des pensées positives et avoir des pensées négatives. Certains disent « oui, mais la pensée positive, ça ne marche pas vraiment ». Ce n'est pas vrai. Le meilleur exemple scientifique de la pensée positive est ce que l'on appelle l'effet placebo. Vous avez une maladie, le médecin vous dit « voici un nouveau médicament » issu des toutes dernières avancées scientifiques, vous y croyez, vous le prenez et vous guérissez. then you find out the pill was a sugar pill. Puis vous découvrez que ce comprimé était en réalité un simple comprimé de sucre. Alors il ne reste plus qu'une question. Qu'est-ce qui m'a guéri? Ce n'était pas le sucre, c'était la croyance positive associée à ce comprimé et à la manière dont vous pensiez qu'il allait améliorer votre vie. So that's called placebo. C'est ce que l'on appelle l'effet placebo. Pensée positive, résultat positif. Malheureusement, la plupart des gens ne reconnaissent pas un point encore plus important. La pensée négative est tout aussi puissante, mais elle agit dans la direction opposée. So it turns out, for example, Il s'avère par exemple que moins de 10% des cancers sont liés à une lignée familiale. Environ 90% des cancers semblent surgir de nulle part, pour ainsi dire. Mais en réalité, non. Ils sont le résultat du stress et de la pensée négative. C'est donc un point essentiel. positive thinking, negative thinking, La pensée positive et la pensée négative sont tout aussi puissantes, parce que c'est ce niveau de conscience qui est traduit en substance chimique et qui contrôle l'expression de votre génétique. I just want to add a very important point to this. Quantum Je voudrais juste ajouter un point très important à ce que je viens de dire. La physique quantique est la science la plus rigoureuse qui soit sur cette planète. Aucune autre science n'a été autant testée et vérifiée. Et vous pourriez alors me dire, mais quel est le lien? Le principe fondamental de la physique quantique est que la conscience crée nos expériences de vie. Et lorsque l'on y ajoute l'épigénétique, nous comprenons désormais le mécanisme par lequel la conscience contrôle notre biologie. Donc, la biologie et la physique se rejoignent pour révéler que nous sommes des créateurs extrêmement puissants de nos vies.